Alors, elle a souvent été remise en cause, très souvent remise en cause. Il y a plein de plans alternatifs qui ont été établis, proposés par les partis, mais finalement, eh bien, la Constitution est toujours là, n'a jamais été renversée. Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'on peut dire que la cinquième est immortelle ? Immortel, non, nul n'est immortel, sauf les académiciens. Et encore, on a pu voir récemment que ce n'était pas tout à fait le cas. C'était le cas dans les esprits, mais malheureusement pas biologiquement. Et ce n'est pas le cas de la Ve République. Mais vous dites c'est une vieille dame. Elle est plus jeune que le Figaro, je crois. Et je ne crois pas que elle soit si vieille que ça. Ce n'est pas la plus vieille constitution que les démocraties peuvent connaître. Alors, elle va battre le record de la Troisième République. Elle battra le record de la Troisième République pour l'histoire constitutionnelle française le 21 février 2024, on n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en approche, elle va égaler l'âge de la Troisième République, et je pense que c'est une bonne chose. Ça montre qu'avec la Ve République, précisément, les Français ont trouvé le régime qui permettait la stabilité, l'apaisement, l'équilibre des pouvoirs, avec certains dysfonctionnements de temps à autre, qui relèvent sans doute davantage de la pratique institutionnelle que véritablement de la Constitution. Parce que précisément, elle a permis de stabiliser le pouvoir, d'identifier le pouvoir avec le président de la République, chef politique de la nation, élu par les Français, qui a une majorité ou pas, parfois elle est relative, parfois elle n'existe pas et c'est la cohabitation, pour mener ces réformes. Et donc là, il y a eu véritablement à la fois une stabilisation, une rationalisation et une démocratisation. Parce que la valse des ministères qu'on pouvait connaître sous la Quatrième République, avant même sous la Troisième, n'est pas véritablement synonyme de démocratie. Parce que la démocratie, il faut aussi être en mesure de décider, de prendre des décisions, d'adopter des lois. Et la Ve République a apporté tout cela. Maintenant, il y a certaines pratiques institutionnelles, et je crois que celle que nous vivons depuis 6 ans ne fait pas du bien à la Ve République. Il n'y a pas véritablement de considération à l'égard du Parlement, alors même que, précisément, les Français ont montré la diversité parlementaire lors de leur vote en 2022, mais l'épisode de la réforme des retraites, on ne va pas y revenir, mais a montré à quel point est-ce qu'on pouvait faire fi de cette volonté parlementaire. Et je pense que là, encore une fois, c'est une pratique qui n'est pas saine pour notre équilibre. Oui, mais finalement, Guillaume Roquette, les Français ont replacé, vous le disiez tout à l'heure, le Parlement au centre du jeu avec les précédentes législatives. Aujourd'hui, le Parlement a retrouvé ses lettres de noblesse et finalement on joue un rôle important dans le mécanisme législatif et institutionnel. Oui, ou alors le Parlement a retrouvé un rôle de blocage qu'il avait sous les constitutions précédentes. Dans tous les cas, c'est un pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir, mais il me semble que ce pouvoir n'est pas constructif. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut faire évoluer les institutions. Alors, est-ce que c'est une question de mode de scrutin ? Est-ce qu'il faut changer la Constitution elle-même ? J'avoue que mes cours de droit public sont un peu anciens. Pour que j'ai une réponse précise, heureusement qu'on a un spécialiste avec nous. Mais je me dis que pourquoi ne pas essayer de faire en sorte de pouvoir faire émerger des majorités, mais qui ne sont pas uniquement des majorités de rencontre, texte par texte, mais peut-être des coalitions. Peut-être que ça pourrait permettre, comme en Allemagne par exemple, une fois que les élections sont passées, on se pose plusieurs mois s'il le faut, et puis on écrit un programme commun, on voit qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et on pourrait sortir à ce moment-là de cette impuissance qu'on constate aujourd'hui et qui n'est pas bonne pour le pays. Mais est-ce que, Dina Cohen, la France finalement est adaptée philosophiquement à un régime parlementaire comme Guillaume le disait, le modèle allemand? Est-ce que c'est pas retrouver l'instabilité de la Quatrième République et puis retomber dans des affres? Et puis, est-ce que les réflexes partisans ne sont pas trop importants pour obtenir une forme de consensus parlementaire? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que on voit quand même dans la Ve République que c'est pas vraiment la culture, en tout cas politique française, qu'on a ces dernières années. Et c'est pas du tout ce vers quoi on va, puisqu'on est toujours dans une recherche d'incarnation forte. Et une incarnation forte pour devenir l'alternative, ça passe souvent par une opposition très marquée. Donc finalement, on a des personnalités qui essayent coûte que coûte de se démarquer en permanence sur tous les sujets, comme si trouver une forme de consensus était finalement un aveu de faiblesse. Alors même que je pense que, je ne sais pas si les Français, par cette nouvelle mandature, ont demandé à ce que les choses restent pareilles. Je pense qu'ils ont surtout demandé à ce qu'on soit capable de travailler ensemble. Et pour l'instant, ce qu'on montre, c'est que on est plus, notamment du côté de la gauche, dans une forme d'opposition systématique. Les LR, on voit qu'ils ne sont pas vraiment constructifs autant qu'on pouvait le penser, en tout cas à l'origine. Donc c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce vers quoi on va. On est plutôt dans une idée de se démarquer le plus possible, comme si trouver un consensus était finalement un aveu d'échec.
Alors il y a une idée qui a émergé dans cette rentrée politique, qui a été d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a évoqué lors de ses rencontres de Saint-Denis avec les forces politiques, c'est la révision de la Constitution pour revoir le périmètre du référendum qui est aujourd'hui régi par l'article 11 et le référendum législatif, vous nous confirmerez ça Jean-Philippe Derozier, est uniquement réservé aux textes économiques et sociaux, aux traités internationaux ou à finalement l'organisation institutionnelle des pouvoirs publics. Est-ce que selon vous, c'est une piste vers laquelle il faut aller ? Oui et non. Pardon d'avoir une réponse un peu de normand, mais mon premier poste était à Rouen, c'est peut-être des restes. Oui et non. Évidemment que dans un souci de démocratisation, permettre un référendum sur tous les sujets permis aux législateurs est une bonne chose. Il y en a peut-être un qu'il faut réserver parce qu'il est extrêmement passionnel et donc le temps du débat législatif, l'intermédiaire du représentant peut être bénéfique, c'est le sujet pénal. Mais en dehors du sujet pénal, je pense que tous les sujets peuvent être ouverts à référendum. Par exemple, la peine de mort, pour dire les choses. Non, c'est même pas seulement la peine de mort, parce que la peine de mort est constitutionnalisée, enfin son abolition. Donc mon souci n'est pas là, mais vous pouvez. Il n'y a pas de sujet où l'opinion publique est plus volatile que les sujets pénaux, où en 24 heures, en 48 heures, on peut passer du tout au tout, parce qu'il y a un fait divers, parce qu'il se passe quelque chose, et donc on verse d'un excès à l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet passionnel. Et donc, dans un souci de démocratisation, oui, on peut tout à fait élargir. Mais il faut quand même une condition, qui est que tout ce qui sera soumis alors à référendum doit être vérifié dans sa constitutionnalité. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, qui existe aujourd'hui depuis 1958, s'assure que ce qui est demandé aux Français est bien conforme à la Constitution et donc examine le projet de loi qui leur est soumis. En revanche, si je peux ajouter un point, le référendum, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Ça paraît très démocratique parce que les citoyens valident eux-mêmes la loi qu'ils devront ensuite respecter. Mais on se prive par le référendum d'un élément essentiel du fonctionnement démocratique d'un pays, c'est le débat parlementaire. Le débat parlementaire, ce n'est pas simplement blablater, c'est discuter, débattre de la loi pour l'améliorer, l'amender, la faire évoluer. Et cela, dans le cadre d'un référendum, eh bien, on ne peut pas le faire puisqu'on soumet directement un texte. Et donc, il y a d'autres mécanismes, d'autres leviers pour associer le peuple et les citoyens à l'élaboration normative que le seul référendum. Alors, en tout cas, Elisabeth Borne, elle, est favorable à un élargissement de ce référendum, notamment sur les questions environnementales. On l'écoute. Je pense que ça serait bien qu'on ait un référendum sur des enjeux écologiques. C'est peut-être pas le référendum comme on l'a conçu dans la Ve République, sur le traité constitutionnel, sur des sujets un peu institutionnels. C'est des sujets qui concernent le quotidien des Français. Il y a des choix de société. Et je crois que c'est vraiment l'esprit de la Convention de dire que les choix qui concernent les Français, c'est important que les Français soient acteurs des propositions. C'est déjà... je pense vraiment un vrai succès pour notre démocratie qu'on ait montré que 150 citoyens peuvent travailler pendant 9 mois d'arrache-pied pour faire des propositions et que le débat puisse se poursuivre dans la société. Je pense que c'est une bonne chose. Le budget l'année dernière, 49,3. Le budget cette année, 49,3. On va être le seul pays au monde où le budget est considéré comme adopté sans que personne ne l'ait voté. Vous et moi, on a quand même assez de connaissances sur l'histoire pour savoir que dans ce pays, en général, ça tourne mal quand on ne peut pas contrôler le budget de l'État. Je pense que c'est plus que jamais, on voit à quel point cette Ve République, qui a eu des avantages, a maintenant tellement d'inconvénients qu'il est temps de la rebrasser, de passer à une 6e qui ne permette plus des exercices de cette nature. Alors Jean-Philippe Derozier, on parle beaucoup des différentes réformes constitutionnelles possibles. Encore faut-il y arriver. On sait que c'est très compliqué. Il faut notamment la majorité des 3/5 dans les deux chambres. Expliquez-nous. Alors, avant même la majorité des 3/5, il faut un accord entre les deux assemblées. En réalité, le verrou, il est là, en premier lieu, parce qu'on peut échapper aux 3/5 en passant par référendum. On peut faire un référendum sur une révision constitutionnelle. Mais au préalable, la condition, c'est que les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, s'accordent sur un même texte. Alors déjà, obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas simple. Même, adopter un texte. On l'a vu sur les débats qui nous ont animés précédemment. Mais aboutir à ce que Assemblée nationale et Sénat adoptent
exactement le même texte, surtout sur un sujet constitutionnel, c'est d'autant plus complexe. Le Sénat est très attaché au conservatisme constitutionnel. Il est peu enclin à la faire évoluer et surtout à la faire évoluer dans n'importe quelle direction. Le Sénat n'est pas l'allié du président de la République, ça ne vous aura pas échappé. Or, n'importe quelle révision constitutionnelle qui aboutit est apportée au crédit du chef de l'État. C'est-à-dire que ce sera lui sa révision. Jusqu'à présent, la plupart des présidents de la République ont réussi à réviser la Constitution. François Hollande n'y est pas parvenu. Emmanuel Macron voudrait bien y parvenir pour en ressortir quelque part grandi. Et le Sénat n'a pas forcément envie, a fortiori dans un contexte qui va être un petit peu électoral l'année prochaine avec les élections européennes, de faire un tel cadeau au président de la République et à sa majorité. Alors il y a un sujet aussi qui est souvent abordé, c'est la question du mandat présidentiel. Guillaume Roquette, plusieurs camps politiques, dont d'ailleurs le RN de Marine Le Pen, propose un septennat non renouvelable dans la Constitution pour justement donner le temps au président de la République et puis éviter de faire en sorte que, à partir du premier jour de son mandat, finalement, le président pense déjà à sa réélection. Est-ce que, selon vous, c'est une idée vers laquelle il faut aller ? Alors moi je pense que ce sont des débats de spécialistes, mais que ce n'est pas le cœur du sujet. Parce que j'entendais Emmanuel Macron déplorer presque officiellement qu'il ne puisse pas se représenter une troisième fois. Comme si 10 ans, ce n'était pas suffisant pour pouvoir réformer le pays. Effectivement, on peut dire, si je suis non renouvelable, donc je n'ai pas de préoccupation politicienne et donc je peux être courageux. Sauf qu'il y a aussi des gens qui vous disent, si vous n'êtes pas renouvelable, vous ne trouverez pas de majorité parce que vous allez avoir, comme à mon avis on va s'en apercevoir dans les mois qui viennent, des prétendants qui vont commencer à représenter une opposition de l'intérieur. Alors, il y a sûrement plein de discussions intéressantes là-dessus. Moi, il me semble que c'est avant tout une affaire de volonté et du président élu et de clarté de son programme et de sa feuille de route. Et qu'on soit élu pour 5 ans ou pour 7 ans, si on a dit, voilà les 5 grandes mesures que je veux prendre et avec tel calendrier, eh bien derrière, on a la légitimité pour le faire. Et donc, je crois qu'on cherche un peu des espèces d'excuses pour légitimer une impuissance politique qui, à mon avis, est plus une question de caractère et j'allais presque dire de courage, même si ce mot est un peu galvaudé, que véritablement de blocage institutionnel. Anne de Guigné. Oui, je suis assez d'accord avec Guillaume. Je ne pense pas que tout le monde, comme le disait Jean-Philippe, les enjeux de réforme constitutionnelle pour les présidents, c'est très important, c'est très solennel. Mais on voit bien tous les blocages, l'impuissance politique qui s'accentue quand même d'année en année, ressort d'enjeux en fait, de pratiques politiques. Vous avez le fameux cumul des mandats. Je crois que des députés qui connaissent très mal le pays, s'ils ne peuvent plus être maires, on a vu largement ces dernières années toutes les difficultés que cela apportait. Peut-être même des questions avant le fait que les calendriers de la présidentielle et des législatives aient été coordonnés. A beaucoup affaibli, je pense, le Parlement. Donc, là, pour le coup, là, on retourne dans Là, je ne sais pas si ce serait une réforme constitutionnelle ou pas, de changer les calendriers. Non, ce ne serait pas une réforme constitutionnelle, mais ce serait une aberration, tant ça ne correspond pas à l'état d'esprit qui anime la Ve République, où on désigne d'abord un chef politique et ensuite on lui offre les moyens de gouverner. Ce qui serait une bonne mesure, je trouve, c'est la concomitance totale. C'est-à-dire qu'on vote le même jour pour le président de la République et pour la majorité qui doit l'accompagner. Le septennat renouvelable, je dirais que c'est pire que tout. C'est la pire des mesures que l'on puisse imaginer. Parce que d'abord, on revient au septennat avec l'arythmie qu'il mettait en œuvre. Le pouvoir n'a jamais été attribué pour 7 ans en France. Il était au mieux attribué pour 5 ans, c'est-à-dire le temps des législatives. Et généralement, s'il y avait des élections intermédiaires, eh bien, il était attribué pour 2, 3, 1, 4 ans. Et on voit qu'il y avait cette arythmie, cette absence de visibilité. Ça a donné lieu aux cohabitations. Oui, mais pas que. Et ça a donné lieu à Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974, avec des élections en 1978, un président qui est ensuite élu et qui dissout pour se créer une majorité. Et en réalité, la logique, elle est là. C'est-à-dire qu'on élit un chef et ensuite on doit lui donner sa majorité pour pouvoir gouverner pendant 5 ans. Et le quinquennat devait stabiliser cela. Et en plus, le caractère non renouvelable du mandat déresponsabilise. Ce n'est pas tant que ça ouvre la voie au président, c'est que celui qui est élu, il n'a plus aucune responsabilité. Aujourd'hui, on critique, on décrit l'absence de responsabilité du chef de l'État, mais il en a au moins une.
c'est celle qui l'engage devant les Français. Si son mandat n'est pas renouvelable, il ne retournera pas devant les Français. Raison pour laquelle je suis d'ailleurs très hostile à la limitation du nombre de nos mandats. Alors pas pour Emmanuel Macron, non pas parce que j'ai envie qu'il s'en aille, mais parce que s'il devait... Dans le temps, pas en cumul. Oui, dans le temps, tout à fait. Parce que s'il devait revenir sur cette mesure, il ne devrait pas l'appliquer à lui-même pour ne pas passer pour un Poutine, mais dans l'absolu, c'est une mesure antidémocratique. On prive les Français de leur choix de désigner le président de la République. Juste une question, est-ce que la concomitance totale, ça ne provoquerait pas encore un plus grand désintérêt des Français, puisque déjà qu'ils s'intéressent qu'à l'élection présidentielle et qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'abstention dans les autres élections, est-ce que le fait de tout mettre en même temps, ça ne ferait pas encore plus un plus grand désintérêt pour les élections intermédiaires qui ont quand même leur importance? Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Déjà, pas tout en même temps. En même temps, l'élection présidentielle et les élections législatives. Oui, hein, et après, on peut regrouper, par exemple, à mi-mandat, regrouper toutes les élections locales pour faire cette respiration démocratique à mi-mandat. Je pense que la concentration électorale, au contraire, mobiliserait davantage les Français, parce qu'il y aurait un instant électoral qui les mobilise. C'est ce qui se passe dans tous les pays du continent américain. Il y a un jour de l'élection et on vote pour tout le même jour. Et l'élection présidentielle et les élections législatives concomitantes, ça mobiliserait justement les électeurs et ça contribuerait à équilibrer les légitimités. Aujourd'hui, les députés sont élus grâce au président. Pour la plupart d'entre eux, en tout cas ceux de la majorité. Si on vote le même jour, l'équilibre se crée. Les députés resteraient élus en partie grâce au président, mais le président deviendrait aussi élu en partie grâce aux députés, car ils auront fait campagne pour lui dans une campagne conjointe, concomitante, et ils auront porté au pouvoir le président de la République. Merci beaucoup pour ces éclairages précieux, techniques, Jean-Philippe de Rosier. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du Club Politique. On se retrouve dès la semaine prochaine, mardi prochain. Vous allez retrouver Yves Tréhard en plateau pour le Club Politique à 20h et 22h30 sur le Figaro TV, canal 35 de la TNT. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.